Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle journée de masterclass. On espère que vous êtes tous connectés. On est ravis de vous retrouver pour cette journée du mercredi. Vous allez voir, très riche encore en interview. Bonjour Raphaël Di Miglio. Bonjour, merci de m'inviter. On est très heureux de vous avoir et effectivement on est très heureux parce que vous allez avoir plein de choses à nous raconter. Absolument. Alors je vais parler un peu de vous d'abord puisque vous êtes fondateur de la start-up Matera, start-up qui a beaucoup grandi depuis, donc on va y revenir. Alors vous Raphaël, vous avez 29 ans. Absolument. Donc, plutôt très jeune. Ouais. Vous êtes d'origine italienne, issu donc d'une famille plutôt nombreuse, avec des frères qui sont plutôt dans l'ingénierie, dans la médecine. Ouais. Vous non. Vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc vous avez des parents restaurateurs qui ont aussi contribué à vous communiquer un peu tous les bienfaits et difficultés que peut avoir l'entrepreneuriat. Donc vous, c'est plutôt l'université de droit, l'école de commerce. Oui. Et un jour, on y reviendra sur une insatisfaction, en tout cas l'achat d'un appartement. Il vous est venu une super idée. Donc on vous attendait peut-être dans la magistrature, dans l'avocature ou dans les banques. Non, vous créez votre entreprise. Alors, on pourrait résumer Matera, qui est donc une start-up qui est spécialisée dans la gestion des copropriétés, à quelques chiffres, parce que c'est assez édifiant. Donc on reviendra là aussi sur ces chiffres, puisque aujourd'hui, cette entreprise, qui était une start-up au départ, on est d'accord, est valorisée à 120 millions d'euros. Vous êtes passé de 1, 2, 3 salariés, puis à 120. Les chiffres au départ sont très éloquents. 4 000 copropriétés clientes, 60 000 copropriétaires en France, 35 millions d'euros levés, 120 salariés. Donc on va essayer de comprendre quand même comment vous êtes arrivé à tout ça. Votre bête noire, les syndics, mais je pense que les syndics ont aussi une bête noire qui est Raphaël Di Miglio. Donc l'idée de départ, on part comment? C'est-à-dire qu'au départ, vous aviez déjà dans votre parcours, votre carrière, l'idée d'entreprendre? Est-ce que vous êtes levé un matin en disant j'ai fait du droit, j'ai fait du commerce, je vais créer ma boîte? Non, franchement, moi je me destinais plus à passer le barreau et devenir avocat. Mais il se trouve que mon associé Victor, lors de son année de césure, a fait un stage à la Société Générale et il rentrait tous les soirs et il pleurait sous la douche parce qu'il trouvait que les tâches qu'on lui demandait de faire et son travail n'avaient pas beaucoup de sens. Et donc c'est lui qui m'a beaucoup attiré vers l'entrepreneuriat et je lui en serai éternellement reconnaissant parce que je suis particulièrement heureux dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et donc c'est lui qui m'a beaucoup tiré vers l'entrepreneuriat. C'était pas quelque chose qui était, je pense, inné chez moi, même si c'était quelque chose qui m'intéressait. Je pense que j'aurais pas eu le courage, par exemple, de me lancer tout seul. Donc c'est bien, au moins pour la première entreprise, moi je considère, de le faire à plusieurs et avec quelqu'un qui a des qualités complémentaires avec les siennes. Et c'est beaucoup lui qui m'a attiré vers l'entrepreneuriat, très honnêtement. Alors Victor, c'est la personne que vous avez rencontrée sur les bancs de l'école de commerce. Exactement, ouais. Donc, vous êtes associé avec lui, vous avez commencé à échanger, à communiquer, parce qu'effectivement, il était plutôt incertain sur son avenir. Oui. Donc vous avez commencé à échanger des petites idées ou une idée en particulier sur les bancs de l'école. Oui, alors en fait, lui, il était incertain sur l'avenir, mais il était surtout décidé à entreprendre. Il disait, en fait, s'il y a bien un moment pour le faire, c'est maintenant. Et donc c'est pour ça que aussi on s'est lancé tout de suite après l'école, parce que c'était un moment qui était particulièrement propice pour nous. Après, on a beaucoup échangé sur l'immobilier de manière générale, parce que je ne sais pas pourquoi on était un peu naturellement intéressé par ça. Et en fait, au début, on a beaucoup regardé ce qui se faisait dans la transaction immobilière, c'est-à-dire dans l'achat et la vente d'appartements, qui est aussi un secteur où il y a de l'insatisfaction de la part des vendeurs et des acheteurs. En fait, ce qui nous a décidé plutôt à s'orienter vers le secteur des syndics de copropriété, c'est que sur le secteur de la transaction, il y a assez peu d'innovations technologiques à apporter qui puissent résoudre à la racine le problème. Alors que sur le secteur du syndic de copropriété, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer un produit technologique qui va avoir un impact sur la vie de milliers, voire de centaines de milliers ou de millions de gens, et donc qui résout à la racine un problème qui est généralisé, parce qu'il y a énormément d'insatisfaction, non pas seulement en France, mais partout en Europe, et le produit technologique permet de résoudre le problème à la racine. Et c'est ça qui nous a intéressés dans le secteur des syndics de copropriété. Alors, si la magie a opéré comme ça, je pose cette question parce que c'est vrai que ça donne aussi des idées à nos étudiants qui sont peut-être parmi eux de futurs entrepreneurs, c'est qu'il faut quand même trouver son binôme au départ ou son trinôme, puisque on va voir, vous étiez aussi 2, 3 et puis plus après. Il n'y a pas seulement l'idée, il faut passer de l'idée déjà à la faisabilité, mais trouver ce fameux binôme qui fait que vous allez être complémentaires sur les décisions. Alors, je parle à titre personnel, pour moi c'était indispensable. Après, je veux pas que ce soit normatif et que ce soit le cas pour tout le monde, mais pour une première entreprise en général, moi c'est plutôt quelque chose que je conseille. Et l'autre chose, c'est qu'on était 2 étudiants d'école de commerce. Bon, moi j'avais fait du droit avant, donc j'avais un peu d'autres compétences aussi, mais
il se trouve qu'on n'avait pas d'associé technique qui était capable de développer. Et ça, c'est quelque chose qui est assez indispensable au début pour les entreprises de nos jours, parce que si on fait de l'innovation, il faut vraiment créer quelque chose de nouveau et ça passe souvent par la tech. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que comme on n'avait pas de produits, on n'avait pas de clients, on n'avait pas de fonds, on n'avait pas d'argent, quoi, grosso modo, on avait du mal à attirer des profils un peu tech. Et du coup, Victor est allé faire le Wagon, qui est une école de dev à Lille, pour développer lui-même la première version de la plateforme. Ce qui nous a permis d'avoir des premiers clients, des premiers intérêts par des fonds d'investissement. Et en fait, ça, c'est beaucoup facilité le travail pour trouver un troisième associé tech. Et c'est là qu'on a rencontré Jérémy, quasiment 6 mois après le début de l'aventure. Et en voyant l'attraction, en voyant les premiers clients rentrer, et bah, c'était beaucoup plus rassurant pour un troisième associé de rentrer dans l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Jérémy. Donc je crois qu'on a d'ailleurs une petite photo voilà, qui correspond un peu à Jérémy, Victor, vous et puis l'ensemble des salariés. Alors juste on va refaire un peu l'histoire à l'envers parce que quand même au départ c'est quand même ça part d'une anecdote. Alors souvent les meilleures idées partent comme ça un peu d'une petite anecdote. C'est vous décidez d'acheter un appartement et ça se passe pas tout à fait comme vous l'auriez espéré dans le sens où c'est vrai que quand on fait un achat comme ça c'est plein de papiers à remplir, on n'y comprend rien généralement. C'est ce qui vous arrive et c'est ce qui vous énerve. Donc quand vous êtes énervé vous créez une boîte. Exactement. Bah, en fait, même, en fait, c'est exactement ça. Même un petit peu avant, je dirais, on regarde beaucoup de vidéos sur l'entrepreneuriat avec Victor, et c'était des vidéos qui étaient publiées par Coup d'État et qui disaient systématiquement, en fait, pour monter une boîte, il faut trouver un secteur où il y a ce qu'ils appelaient un pain généralisé, c'est-à-dire un problème généralisé, et construire par rapport à ce pain une solution, ce qu'ils appellent scalable, donc généralisable, quoi, et qui peut grandir sans perdre en qualité de service. Et donc j'avais ça en tête, de trouver un secteur où il y avait un problème généralisé. Il se trouve que j'achète un appartement en banlieue parisienne et que je reçois ce qu'on appelle des appels de fonds, qui sont les documents qu'envoie le syndic pour récupérer les charges. Et c'est un document qui est parfaitement illisible. C'est-à-dire que j'estime que j'avais fait un peu des études de droit, d'école de commerce, donc je comprenais un petit peu les chiffres ou des mentions dans les documents, et ce document était parfaitement illisible. Et je me dis un petit peu, en fait, si moi j'arrive pas à lire ce document, enfin il doit y avoir beaucoup de gens qui aussi n'y arrivent pas à lire ce document. Et ça doit être un secteur où l'opacité doit être le maître mot et il doit y avoir des problèmes. Et donc on a beaucoup creusé avec Victor sur ce secteur, c'est-à-dire qu'on allait interviewer des copropriétaires, on allait interviewer des syndics, on allait interviewer des associations de copropriétaires. Et ce qu'il en ressortait, c'était que c'était un des secteurs avec, il y en a d'autres, hein, c'était à l'époque sur le permis de conduire avant Ornicar, sur l'assurance santé avant Alan, sur la fiche de paye avant Payfit. Le secteur des syndics était un secteur où l'insatisfaction était extrêmement généralisée. Et l'est d'ailleurs toujours pas mal. Donc vous n'êtes pas parti de zéro dans le sens où si on veut passer d'une idée à la création d'entreprise, on peut finalement sur le papier, on peut. Vous êtes quand même allé, une fois que vous vous êtes bien énervé sur ces papiers, vous avez déchiré en petits morceaux, vous vous êtes dit, bon, on va aller quand même voir les propriétaires, les copropriétaires, le syndic, pour voir ce qui se passe. Vous êtes allé, donc c'est ce que vous conseillez aussi, c'est-à-dire de faire du micro-trottoir avant la micro-entreprise pour aller voir s'il y a du marché derrière ou comment on peut créer la chose. Exactement, il faut combiner en fait des interviews de potentiels utilisateurs, de consommateurs actuels qui sont insatisfaits pour voir si c'est pas un problème en fait qui nous est propre, mais si c'est bien quelque chose qui est un peu répandu. Et aussi, il y a des études sur le sujet, c'est-à-dire qu'il y avait des études qui montraient qu'un grand pourcentage des copropriétaires français étaient insatisfaits et que du coup, combiner en fait du ressenti terrain avec des études grand public, c'est quand même assez parlant. Et ça, c'est assez décisif pour se lancer dans l'entreprise. D'accord, donc c'est un projet qui a vu le jour donc en 2017, qui a bien fonctionné, donc là aussi on va y revenir. Alors Matera, qu'est-ce que c'est plus précisément? C'est un logiciel qui va gérer donc les copropriétés, c'est un logiciel de gestion, mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas le seul sur la place, vous êtes peut-être des concurrents, mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Pourquoi ça a fonctionné tout de suite? En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a beaucoup interviewé de copropriétaires et ce dont on s'est rendu compte, c'est que le problème des acteurs traditionnels, c'est qu'ils vont mettre un gestionnaire tous les 40-50 immeubles qui va être complètement débordé par de l'opérationnel. Et donc, en résulte une qualité de service qui est extrêmement médiocre.
Nous, on a décidé de faire extrêmement différemment dans le sens où on va développer une plateforme qui va permettre aux copropriétaires de gérer directement et donc de supprimer un peu cet intermédiaire du gestionnaire et de gagner en efficacité et en économie de charge dans la copropriété. Et donc, qu'est-ce qui est différent dans l'approche qu'on a par rapport aux acteurs traditionnels? C'est que nous, on va développer une plateforme qui va permettre aux gens de le faire par eux-mêmes, alors qu'eux mettent des gestionnaires qui le font pour les copropriétaires. Et en fait, dans notre modèle, c'est un modèle qui grandit de manière beaucoup plus saine, dans le sens où la qualité de service qu'on va proposer est bien meilleure que les acteurs traditionnels, parce que justement, en désintermédiant, en fait, on automatise beaucoup des tâches, c'est-à-dire que la compta, le juridique, l'administratif est automatisé, et nous, nos experts vont pouvoir se concentrer uniquement sur les tâches à forte valeur ajoutée, que sont des questions d'assurance, d'impayé, etc. Et donc, moi, je considère vraiment qu'aujourd'hui, l'innovation, elle passe quasi nécessairement par de la technologie, quasi nécessairement par la désintermédiation. En fait, à la même époque où on crée la boîte, il y a un ami de promotion qui a créé Payfit, qui automatise les fiches de paie et remplace les comptables dans la gestion des fiches de paie par un logiciel aussi. Il y a une autre boîte qui a été créée pour remplacer les comptables dans la gestion de la comptabilité qui s'appelle Georges Pointec, enfin qui s'appelait Georges Pointec, qui s'appelle Indy maintenant, et qui a créé un logiciel pour les professions libérales et pour les entreprises pour gérer leur comptabilité directement. Et donc moi je crois beaucoup à la désintermédiation, je crois beaucoup à créer des produits technologiques qui puissent accueillir un grand nombre de clients très rapidement sans détériorer en qualité de service, et ce non seulement en France mais à l'échelle européenne aussi. Donc en fait, c'est supprimer les intermédiaires, donc être plus expert pour mieux aider les gens, Ouais. qui puissent travailler en direct avec vous, et aussi vous vulgariser en fait c'est tous ces papiers insupportables à lire. Donc ça, c'est aussi un conseil à donner, c'est-à-dire d'une manière générale, quand on va créer une première entreprise, c'est d'abord faciliter l'outil, impliquer les gens plus. Oui, alors ça c'est pour créer le produit, il faut nécessairement rester collé constamment aux besoins du client. C'est-à-dire de dire en fait quels sont vos problèmes, rester vraiment pas imaginer dans sa tour d'ivoire, je vais développer telle fonctionnalité, ça va être génial pour les gens. C'est vraiment uniquement constamment rester proche du client. Et d'ailleurs moi j'ai essayé de le faire encore aujourd'hui assez souvent parce que je passe du temps avec des prospects, je passe du temps avec des clients pour rester très proche de en fait quels sont leurs problèmes actuellement et comment est-ce qu'on définit ce qu'on appelle notre roadmap produit pour quelles sont les prochaines fonctionnalités qu'on va devoir développer. Mais alors pourquoi 120 salariés là depuis C'est-à-dire qu'est-ce que les gens font? Alors j'imagine qu'il y a beaucoup de technologie, il y a du management, il y a les aides aussi juridiques, l'assistance. Voilà, que font tous ces gens chez Matera? En fait, nous, on est dans un secteur... la répartition dans les startups aujourd'hui, elle dépend pas mal du secteur dans lequel on est. Nous, on est dans un secteur où, à la fois dans la phase commerciale, dans la phase de paramétrage des nouveaux clients et dans la phase ensuite de support client, c'est un secteur qui nécessite pas mal d'humains. C'est comme ça. En fait, on ne devient pas client chez Matera juste en mettant son code de carte bleue sur Internet. Tant mieux. Tant mieux. Et il faut en fait... une phase commerciale où en fait il y a des commerciaux qui vont aller accompagner les copropriétaires du moment où ils s'inscrivent sur notre site internet jusqu'à l'assemblée générale de copropriété. Parce qu'en fait, pour devenir client chez Matera, il faut un vote en assemblée générale de copropriété où tous les copropriétaires votent. Et du coup, il y a une phase commerciale qui est assez lourde où d'ailleurs le syndic sortant fait tout pour en fait conserver son mandat et donc parfois nous dénigrer. Donc il y a un travail, si vous voulez, de rassurer les copropriétaires sur notre société. Et donc il y a une grande partie des effectifs qui sont en fait des gens qui accompagnent les copropriétaires dans la phase commerciale. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle des onboarders. Alors ça, c'est un métier, ça va être un peu nouveau. Je pense que c'est un métier qui va beaucoup se développer. Parce qu'en fait, justement dans ces entreprises de désintermédiation, les clients, les consommateurs passent d'une phase où ils déléguaient tout à une entreprise à une phase où ils sont plus acteurs de leur quotidien. Et en fait, cette transition, elle se fait pas, elle est un peu rude, elle est un peu abrupte. Et donc, il faut une phase où des gens chez nous accompagnent les clients pour le paramétrage de la plateforme et aussi pour de la formation client. Et donc, on a toute une équipe qu'on appelle d'onboarders qui font de l'onboarding et qui paramètrent et forment les nouveaux clients. Et ensuite, il y a toute une phase une fois que l'onboarding est terminé, il y a des juristes, des comptables et des gens du bâtiment qui viennent en support pour les questions un peu particulières des copropriétaires. Alors, il y a un mot qui revient souvent dans vos réponses, c'est l'accompagnement, ce qui est quand même très agréable, parce qu'on se dit qu'effectivement, on n'est pas perdu sur un logiciel de plateforme et qu'on va être vraiment accompagné de A à Z. Ça veut dire que c'est ça aussi qui a réussi à
à convaincre, parce qu'on va venir sur le volet levée de fonds, parce que c'est quand même assez impressionnant quand on lit les chiffres, 35 millions d'euros levés, quand on part d'une start-up à 1, 2 et 3 au départ. Donc voilà, comment on arrive à faire toutes ces levées de fonds, assez régulièrement d'ailleurs, à convaincre. C'est justement cette aide, cet accompagnement, et puis comment on va chercher cet argent-là. Ouais, alors sur le volet accompagnement, moi ce que je constate, c'est que il ne faut pas du tout opposer technologie et humain. C'est-à-dire qu'on peut très bien développer une plateforme, être une entreprise tech, mais avoir un volet d'accompagnement humain. Ce n'est pas du tout antagoniste, et tous ceux qui prétendent le contraire racontent n'importe quoi. Donc l'accompagnement humain, il est complètement compatible et il vient en fait compléter le volet technologique. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur les levées de fonds, comment ça s'est fait de la première levée de fonds à la dernière levée de fonds? Souvent, nous, on a eu deux chances, je pense. C'est que d'une part, le secteur des syndics était un secteur identifié par les investisseurs comme un gros secteur qui n'avait pas encore été numérisé, où le numérique n'avait pas encore eu un gros impact. Et donc, ils étaient, je pense, un peu à l'affût de nouveaux acteurs sur le secteur qui pourraient prendre une grande partie du marché. Et la deuxième chance qu'on a eue, c'est que, en fait, on venait d'une école de commerce où, je pense, il y a beaucoup aussi de gens dans les fonds d'investissement aujourd'hui qui ont fait les mêmes écoles que nous, les mêmes parcours universitaires, etc. Et donc, en fait, on a été identifié aussi assez rapidement grâce à ça. Enfin, c'est une de mes convictions, c'est que aujourd'hui, comme les gens dans les fonds d'investissement ont un peu tous fait les mêmes écoles, ce qui est quelque chose qu'on peut déplorer, ils identifient aussi rapidement des gens qui sont dans les promos d'après ou promos des mêmes écoles. Et donc, en fait, on a eu beaucoup de fonds d'investissement qui nous ont contactés naturellement sans qu'on aille les démarcher. Et notre première levée de fonds, on a pas mal galéré à la faire, très honnêtement, parce que voilà, on a fait 3-4 tours dans 2 fonds dans lesquels on croyait que ça allait fonctionner, et en fait, ça n'a pas marché à la toute fin. Et donc, on avait levé d'abord 1 million d'euros avec un fonds qui s'appelle Kima, qui est en fait un fonds, l'argent de Xavier Niel, qui investit dans 2 startups par semaine et qui a investi chez nous, et avec un fonds espagnol qui s'appelle Samepata. Et c'est marrant parce qu'en fait, dans le premier tour de levée, dans le deuxième et dans le troisième tour de levée, on n'a jamais levé avec un fonds français initialement. Un fonds espagnol, un fonds Index, qui est un fonds américain, et un fonds Mubadala, qui est un fonds de Abu Dhabi. Et donc, on n'a jamais levé avec un fonds français. C'est parce que les valorisations aujourd'hui proposées par les fonds étrangers notamment sont sans commune mesure avec les fonds, la rapidité et les valorisations proposées par les fonds français. Donc ça, c'est un message pour les futurs investisseurs français, on est d'accord. Le message est passé. Mais ça veut dire que du coup, toutes ces levées de fonds ont fonctionné, hein, puisqu'on est arrivé quand même à une valorisation on disait tout à l'heure, de 120 millions d'euros. Mais qui s'y colle à la levée de fonds? C'est vous, c'est Victor, c'est Jérémy? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont identifiées au sein de l'entreprise pour aller justement raconter l'histoire de Matera et séduire? Parce que c'est une question de séduction, les levées de fonds. C'est notamment une question de séduction, ouais. C'est notamment une question de séduction, clairement, et c'est aussi une question de storytelling, et c'est une question aussi de ce qu'on appelle un peu de la FOMO, de la fear of missing out. C'est faire comprendre aux fonds qu'ils peuvent rater l'opportunité s'ils ne se placent pas rapidement, etc. Donc c'est un jeu un peu de dupe. Et moi, je considère que c'est un peu le CEO qui doit s'en occuper. C'est une des missions du CEO, avec incarner l'entreprise, s'assurer du financement de l'entreprise. Les levées de fonds, c'est plutôt le rôle du CEO. Après, dans d'autres entreprises, avec une relation entre les cofondateurs qui peut être différente, je pense que ça peut être d'autres rôles, ça peut très bien être le CTO, donc celui qui s'occupe de la tech, ou Victor, il est ce qu'on appelle le Chief Product Officer, donc le CPO, qui peut s'y coller, mais dans 90% des cas, c'est souvent le CEO qui s'y colle. Et dans quel contexte on fait une levée de fonds? Parce qu'on manque d'argent, et puis on court peut-être à la cata, ou au contraire pour développer, parce qu'on sent que là on est super bien, et que la concurrence va arriver, que si on ne devient pas plus grand, on ne deviendra jamais. Ouais. Très bonne question. Donc, en fait, ça dépend un peu du tour de financement. Le premier tour de financement qu'on appelle seed, on l'a fait parce qu'on avait besoin de recruter, qu'on a un produit tech qui est complexe avec une barrière à l'entrée qui est forte, et qu'on avait besoin de recruter des développeurs, des commerciaux, etc. Donc, c'était un peu par nécessité. Et donc, ça, c'est le premier tour de financement. Ce qu'on appelle la série A, ensuite, qui est le deuxième tour, on n'avait pas forcément besoin de lever à ce moment-là. Mais en fait, il y a une opportunité de marché. Il y a 600 000 immeubles en copropriété en France, autant en Allemagne, autant en Italie, autant en Espagne. Et donc,
il y a un marché qui est gigantesque, il y a un produit qui plaît beaucoup à nos clients, il y a une équipe qui fonctionne bien, et donc on se dit, en fait, pourquoi pas mettre l'accélérateur? Et donc notre levée de fonds en série A, on l'a faite en 3 semaines, ça allait très vite, avec un fonds qui s'appelle Index, et un partenaire qui s'appelle Martin Mignot, avec qui j'ai noué une relation assez incroyable et qui m'aide au quotidien énormément. Et je pense que tous les entrepreneurs français aujourd'hui qui lèvent de l'argent devraient aller voir Martin parce que c'est quelqu'un de profondément brillant. Et la série B, on le fait parce que en fait, il y a des espèces de rites de passage à 24 mois après le dernier tour de financement, avec des rites en fait en termes de métriques, c'est-à-dire en termes de chiffre d'affaires, grosso modo, de pourcentage de marché, etc. Et une fois qu'on atteint ces rites de passage, et ben ça permet d'aller chercher son prochain tour de financement pour, encore une fois, aller plus vite sur le marché, se développer plus rapidement et aller en Europe pour nous. D'accord, donc ça a plutôt très bien fonctionné. Aujourd'hui, Matera, qui était au départ un projet, est devenu quand même une entreprise leader sur le marché. D'ailleurs, Matera, d'où vient ce nom? On évoquait tout à l'heure l'Italie, peut-être que ça a un rapport? Oui, absolument. Ouais. En fait, au début, on s'appelait Illicopro, qui était un nom qui était très compliqué à prononcer pour nos clients et d'ailleurs pour nous aussi, qu'on avait choisi assez rapidement avec Victor au tout début. Et au moment de la série A, c'est un moment aussi où on commence à regarder vers l'Europe. Et Illicopro, c'est un nom très français, très compliqué à prononcer, etc. Et donc, on décide de changer de nom. Et en fait, on a un marché qui est plutôt latin, en Espagne, en Italie, avec beaucoup de potentiel. Et donc, on regardait un peu les noms potentiellement qu'on pouvait avoir avec une consonance plutôt latine. Et il se trouve que Victor et moi, on est allés dans la même ville, alors à des moments différents, une ville qui est en Italie, qui s'appelle Matera, et donc qui est en Basilicate, juste au-dessus des Pouilles. Et ce qui est intéressant avec cette ville, qui est une ville absolument magnifique, c'est que c'est une ville troglodyte qui fonctionne un peu comme une copropriété. Donc ça veut dire que le toit des uns sert de rue aux autres, en fait. Et c'est une ville qui était un peu tombée en désuétude pendant une 50aine d'années après la Seconde Guerre mondiale, et qui a retrouvé de sa superbe pour devenir capitale européenne de la culture en 2020, je crois. Et donc c'était un très beau symbole pour nous. On aimait bien le nom, on aimait bien le symbole de la ville italienne qui retrouve de sa superbe. Et donc on a décidé d'appeler Illicopro, de le renommer en Matera. Ah oui, du coup c'était directement lié avec le côté troglodyte. Mais alors du coup, à quel moment vous avez changé de nom? Parce que c'est hyper dangereux quand même de changer de nom quand on crée une entreprise et que d'un coup on dit aux investisseurs, alors peut-être que c'était avant la levée de fonds, on dit non, finalement ça s'appelle plus comme ça, c'est un peu dangereux, non? En fait, très honnêtement, je me rappelle d'un rendez-vous avec les investisseurs, justement, je sais plus s'il était avant ou après avoir signé les papiers, où ils nous disent Illicopro, alors vous allez le garder ce nom ou pas. Donc je pense que même eux étaient plutôt favorables au changement de nom. En plus, on était au début de l'entreprise, on n'avait pas encore énormément de notoriété. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a profité de l'annonce de la levée de fonds, qui est toujours un moment où on a de la presse, etc., pour changer de nom aussi. Et donc on annonce la levée de fonds et le changement de nom en même temps. C'est ce qu'ont fait pas mal de sociétés également. Et ça, c'est toujours un momentum qu'il faut utiliser pour faire passer des messages, quoi. Ouais, du coup, au cours d'une grosse communication, on en profite pour délivrer des messages. Ouais, exactement. Je sais que Back Market l'a fait aussi récemment. Donc eux, ils sont dans la réutilisation de produits usagés. Et en fait, ils ont annoncé leur levée de fonds et en même temps fait une intense communication sur du lobbying parce qu'il y avait quelque chose à l'Assemblée nationale pour justement sur une taxe sur les produits usagés. Ils ont dit on lève tant de millions d'euros, mais on est un peu triste parce qu'en fait, il y a quelque chose qui va se passer qui ne nous est pas favorable. Et donc, ils ont utilisé la levée de fonds aussi pour faire du lobbying, quoi. D'accord. Alors, en parlant de lobbying et de communication, vous êtes très fort aussi en communication. Je me souviens d'une communication en 2020. Alors, vous allez nous expliquer un peu pourquoi ce choix, qui est un peu agressif avec des guillemets, mais quand même. Vous avez un peu énervé les syndics à ce moment-là, on va en reparler, avec des messages, du coup, merci pour l'ascenseur, j'ai des cuisses en béton, ou merci syndic pour votre musique d'attente, maintenant je connais Vivaldi par cœur. Ouais. Donc le message est bien passé. Ouais. Est-ce que ça veut dire que la communication, en tout cas à vos yeux, c'est faire du bruit, provoquer, être un peu agressif, quitte à avoir des retours un peu négatifs, pour faire parler de soi, ou au contraire c'était utile parce que de toute façon la vérité est aussi dans ces phrases-là. Ouais. Comment vous avez géré ça? Alors pour moi la communication ça doit pas du tout être agressif. La communication ça doit être authentique et ça doit refléter une identité propre. Le but n'est pas du tout dans une communication d'être agressif vis-à-vis de quelqu'un, c'est juste de refléter quelque chose qu'on pense vraiment, qu'on constate sur le terrain et qu'on veut mettre
aux yeux de tout le monde, quoi. Et nous, tous les jours, depuis qu'on a créé la société, on reçoit des appels de copropriétaires qui sont dans une situation très compliquée avec leur syndic. Donc, il y a des syndics qui font très bien leur métier, c'est pas le sujet, mais il y a énormément de copropriétaires aujourd'hui qui ont des problèmes avec leur syndic. Et donc, ce qu'on a voulu traduire avec cette campagne, c'était de dire, en fait, il n'y a pas de fatalité en copropriété. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes dans les copropriétés, qu'il y a des problèmes avec les ascenseurs, qu'on n'arrive pas à joindre son syndic, machin, etc. Mais il y a d'autres solutions qui sont possibles. Et ce qu'on a voulu traduire dans cette campagne, c'est vraiment, voilà, vous êtes dans une situation compliquée, mais ça ne suffit pas de se plaindre, il y a d'autres choses qui sont possibles. Et en fait, c'était ce jeu de mots un petit peu de dire merci à son syndic pour sa prestation, mais c'est aussi le remercier et passer à autre chose, quoi. Et cette campagne, elle a pris des proportions un peu incroyables et on n'aurait jamais pu imaginer que ça prenne des proportions comme ça. Et parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre et ce qu'il faut remettre dans son contexte, c'est que les syndics, ils ont une carte professionnelle et ils sont un peu, ils forment une sorte de corporation. Nous, on vient avec un modèle un peu disruptif où on n'a pas cette carte professionnelle parce qu'on ne veut pas être syndic, on veut vraiment permettre aux copropriétaires de le faire directement. Et donc, ils nous reprochent beaucoup de ne pas faire partie de cette profession et de cette corporation. Et donc, ils ont utilisé un peu cette campagne de publicité pour monter sur leurs grands chevaux, de mettre la pression sur les copropriétaires, etc. Et d'intenter des actions même judiciaires. Pardon. Et donc voilà, donc elle a pris des proportions incroyables. On n'aurait jamais pu imaginer que ça se passe comme ça. Mais nous, enfin moi, si c'était à refaire, je pense que je la referais parce que c'est notre manière de communiquer, c'est d'être très authentique, quoi. C'est de dire voilà, on a un côté un peu humoristique, on a un côté un petit peu, on n'aime pas les situations établies qui perdurent et qui nuisent aux consommateurs. Il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière et c'était notre manière de le faire à l'époque. Donc, le syndic a joué aussi le jeu de la communication. Ils ont profité de votre communication pour faire la leur. Exactement. D'accord. Alors justement, comment vous gérez derrière, puisque ça a pris, c'est vrai, des grandes proportions, on n'est pas forcément prêt à ça. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a des personnes chez vous qui gèrent voilà, vous avez beaucoup d'amis et puis quelques ennemis quand même, du coup. Est-ce que quelqu'un gère les réseaux sociaux, va gérer la pression, va gérer tous les aspects négatifs qui arrivent automatiquement avec ce genre de communication? Ouais. À l'époque, on n'avait personne, il me semble. C'était plus nous qui le faisions un peu à la main. Maintenant, on a en effet tout un pôle qu'on appelle brand, en fait, qui est lié à la marque, avec réseaux sociaux, ce qu'on appelle le SEO, donc le référencement naturel, un designer, tout ce qui est relations presse, etc. Donc maintenant, on a un pôle qui est bien établi, mais à l'époque, on n'avait personne et on le faisait un petit peu à la main nous-mêmes, quoi. D'accord. Et vous répondiez directement, d'ailleurs, vous répondiez ou pas, mais quand on a ce genre de réaction, ce genre de communication, est-ce qu'il faut répondre? On réfléchit, on répond à chaud. Un peu quel conseil à donner en la matière pour les futurs entrepreneurs qui nous écoutent? Ouais, très bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir encore la réponse. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, nous, on parle aux copropriétaires, on parle aux clients. Les syndics, ils ont plutôt tendance à parler aux syndics. C'est-à-dire qu'ils parlent entre eux, ils ont des communications entre eux, mais leur parole est quand même assez décrédibilisée auprès du consommateur. Et du coup, ils parlent assez peu aux consommateurs. Donc, rester très proche, en fait. Moi, s'il y a peut-être un conseil que je pourrais donner, c'est toujours n'accorder son attention et son focus qu'à ses clients et à son produit. Tout le reste, c'est du vent. Les concurrents, le marché, les experts, etc., ça n'a aucun intérêt. La concurrence, ça n'a aucun intérêt? La concurrence, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment de la perte de temps, c'est de la perte de focus, pour moi, c'est ce qu'il faut. Tant qu'on répond à un besoin client et on est solide sur son produit et sur la qualité de son service, franchement, tout le reste, c'est de la perte de temps. D'accord. Vous n'allez pas faire une veille sur ce qui pourrait exister à côté, qui pourrait vous faire de l'ombre ou faire la même chose que vous, d'ailleurs? Pas du tout. Vous restez sur votre entreprise et on reste dans le droit chemin. Pas du tout. Pour moi, ça n'a aucun intérêt et au contraire, ça peut même nuire parce qu'en fait, on peut se dire, ah, mais ils ont fait ça, est-ce qu'on ne ferait pas ça nous, etc. Et en fait, la seule chose qui est importante, c'est de quoi a besoin notre client. Et donc, on a un marché, si vous voulez, où il y a des centaines, enfin des millions de copropriétaires en Europe. Il y a des copropriétaires qui vivent des situations compliquées tous les jours. Et donc, ça, c'est largement suffisant comme matière à exploiter, quoi. Qu'est-ce que les copropriétaires attendent de nous et qu'est-ce qu'on construit demain? Et ça, c'est largement suffisant et ça va être le seul point d'intention pour toute la boîte, quoi. Et donc, même au sein de la boîte, quand il y a des gens qui viennent me parler
tel concurrent ou telle autre entreprise, je leur dis, mais on s'en fiche, quoi, ça n'a aucun intérêt, quoi. Et si un concurrent venait vous voir en disant, et si on s'associait? C'est une bonne question, j'ai pas trop réfléchi, on n'a pas trop encore fait d'opération de croissance externe, mais je pense que je serais très ouvert à la question et faut rester très, très ouvert et très opportuniste sur les opportunités de marché. Je pense qu'il faut dire non à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont du brouhaha, beaucoup d'événements, etc. entre entrepreneurs, etc. sur lesquels il faut dire non pour rester, pour garder du temps et pour rester concentré sur ce qui est important. Pour autant, les opérations, par exemple, de croissance externe, les associations avec des concurrents, etc., ça peut être des choses très intéressantes. Ça peut être des opportunités de marché très intéressantes. D'accord. Alors, du coup, quand on vous écoute, on se dit que voilà, il y a plein de choses à faire, on passe de l'idée à la réalisation, mais au milieu, il y a quand même beaucoup de choses à appréhender, à connaître peut-être en amont. Vous apprenez, j'imagine, aussi au fur et à mesure que l'entreprise vit. Quelle qualité, à votre avis, si vous deviez refaire l'histoire, quelle qualité il faut avoir vraiment dès le départ, 1, 2, 3 ou peut-être 0, pour construire son entreprise, et quelle qualité il va falloir développer pour ne pas la perdre? Ouais, c'est une très bonne question. Au début, il faut être quand même très résilient. C'est beaucoup des montagnes russes. On se dit tout va bien, ça va être génial, l'entreprise va exploser, etc. Le lendemain, il y a un client qui est pas content et on se dit en fait ça marche pas du tout et on va s'arrêter dans 3 jours. Et donc c'est beaucoup de montagnes russes au début. Et donc il faut être faut prendre du recul, être un peu distant du quotidien, être très résilient face aux mauvaises nouvelles, content des bonnes nouvelles, les célébrer, mais voilà, prendre un peu de distance par rapport aux nouvelles quotidiennes. Donc très résilient au début. Je pense qu'il faut, par la suite, moi ce que j'ai vu, c'est notamment dans le recrutement, par exemple, en fait, faire très attention au recrutement, déjà, c'est très important. Donc, de vos collaborateurs ? Ouais. Si on a pu grandir aussi sereinement aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu la chance de recruter des gens qui partagent notre mission de venir en aide aux copropriétaires, qui ont bien grandi avec la boîte. Et donc, aujourd'hui, c'est un plaisir et c'est très... ça nous enlève beaucoup de charge mentale de pouvoir se reposer sur ces personnes-là. Donc ça, c'est très important. Et après, il a fallu évoluer, par exemple, dans le management de profils plus seniors qui n'ont pas les mêmes attentes que des profils juniors. Et donc, c'est aussi être capable de se dire, en fait, tout fonctionne bien dans mon entreprise, on arrive à lever des fonds, on recrute bien, les gens sont heureux, etc. Mais ce n'est pas pour autant que tout va bien. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses qui se passent mal et il ne faut pas avoir un sentiment, une ivresse de toute puissance, etc. Et donc, être prêt et être ouvert à l'idée qu'il y a des choses qu'on fait mal, il y a des choses que je fais mal, et de vouloir progresser sur ces choses-là. C'est très simple, il faut avoir une volonté de constamment progresser et de s'améliorer sur un certain nombre d'aspects, que ce soit du management, que ce soit de la concentration pour de la stratégie, ça peut être plein de choses, mais c'est la volonté de constamment s'améliorer et de jamais accepter le statu quo et de jamais accepter de décevoir des clients, des gens en interne, des investisseurs, etc. Constamment s'améliorer, quoi. Alors, on voit bien justement cette ivresse qui vous habite quand même toujours et ce développement que vous avez eu, mais est-ce que au départ, faut quand même pas aussi avoir, alors je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais de l'ambition dans le sens, ce que vous avez eu quelque part quand même, mais dans le sens où si jamais on voit que ça capote, parce que quand même vous ça a marché tout de suite, combien de temps déjà on patiente avant de se dire on lâche l'affaire, on va peut-être créer une autre entreprise parce que ça ne fonctionne pas, ou on va y croire encore? Est-ce qu'il faut y croire 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, 3 ans? À quel moment vous étiez fixé un curseur? Est-ce que vous aviez justement ce curseur de vous dire si ça ne fonctionne pas dans 1 an, c'est mort, je fais autre chose? Ce qui est vrai, c'est que c'est assez lié au fait d'avoir de l'argent sur le compte en banque pour pouvoir payer les gens en interne. Après, nous, franchement, il y avait quand même 2-3 certitudes qui nous nourrissaient, quoi. C'était le fait qu'il y ait un gros marché, le fait qu'il y ait beaucoup d'insatisfaction. Alors après, la voie qu'on a prise de désintermédier, ça aurait pu ne pas fonctionner au début. Et on aurait pu pivoter. Donc ça arrive souvent qu'il y ait des entreprises qui pivotent et qui disent en fait le marché est là, mon approche initiale n'était pas forcément la bonne, mais je vais le prendre d'une autre manière. Donc il ne faut pas hésiter. À partir du moment où on a constaté qu'il y avait un problème, donc c'est qu'il y a une opportunité de marché. Si la manière dont
dont on attaque le marché au début est pas la bonne, il faut pas hésiter à pivoter rapidement. Faut pas avoir une religion sur une certaine manière d'attaquer le marché. Mais voilà, il faut aussi avoir de la résilience, bien écouter ses clients, bien écouter ses prospects, et ensuite ça déroule naturellement. Alors vous avez dit une phrase importante parce qu'on parlait tout à l'heure de toute l'enquête que vous avez fait en amont, ouais. Et puis la bonne idée à trouver aussi, évidemment. Ouais. On s'engouffre dans un terrain à la fois de demande et d'insatisfaction, donc on va aller gérer ça. Ouais. Et vous avez tout dit à l'instant, j'avais la chance aussi d'avoir le compte en banque. Donc, quelque part, au départ, quand on veut créer sa start-up pour son entreprise, est-ce qu'il faut aussi gérer cet aspect-là en disant on ne va pas partir de zéro parce que ça peut être super dangereux? Est-ce qu'il faut quand même faire des économies, amasser, aller voir un investisseur en amont ou c'est possible de créer quand même une boîte avec 2 euros? Ah non, au début, on avait 0 euros. Quand je parlais du compte en banque, je parlais après notre première levée de fonds. D'accord. Mais au début, on avait 0. Et en fait, on a eu la chance, franchement, la France, c'est génial pour entreprendre. On a eu la chance d'avoir une subvention de la BPI qui nous a permis de recruter des premiers devs et de payer des entrepreneurs pour développer la plateforme aussi. Donc, en fait, la France, c'est génial pour entreprendre. Il y a des aides de la BPI, il y a un statut qui s'appelle Jeune Entreprise Innovante qui permet aux entreprises de payer moins de charges sociales. Il y a énormément de ressources humaines en termes de dev, de gens brillants en France pour entreprendre et qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Donc l'écosystème français, il est extraordinaire, je trouve, pour entreprendre aujourd'hui. Et donc, c'est parfaitement possible aujourd'hui d'entreprendre sans avoir d'argent. Nous, c'était notre cas. Victor, il était au RSA. C'est parfaitement possible. Ce qu'il faut, c'est au début se concentrer sur ce qui est vraiment important, donc ses clients, montrer des premières preuves de traction, donc aller le plus loin possible jusqu'à montrer des premières preuves de clients qui sont intéressés, etc. Et ensuite considérer que à partir du moment où c'est le bon moment pour lever de l'argent, commencer à se rapprocher de fonds d'investissement. Après, il y a aussi des entreprises qui fonctionnent très bien sans lever d'argent et c'est tout à fait possible. Nous, on a une situation où en fait le processus de vente est un peu long parce qu'il faut attendre l'assemblée générale, il faut aller rassurer les copropriétaires, la barrière à l'entrée technologique est extrêmement élevée parce qu'on est reparti de zéro pour remodéliser tout un plan comptable de copropriété, un processus d'assemblée générale, etc. Et donc la barrière technologique était élevée, donc on avait besoin de lever de l'argent. Pour autant, aujourd'hui, il y a des entreprises qui arrivent très bien sans lever de l'argent et c'est un modèle qu'il faut promouvoir sur des secteurs et des entreprises qui n'ont pas besoin de lever d'argent aujourd'hui. Donc en fait, même si vous avez fait des levées de fonds avec plutôt l'étranger au départ, on parlait de l'Espagne et des États-Unis, la France au départ a des aides pour les jeunes entreprises comme la vôtre. Ouais. Donc on peut compter sur notre territoire pour ça. Clairement, même au-delà des aides. Donc exactement, il y a des aides de la BPI, il y a des statuts pour les charges sociales qui aident, mais en fait il y a aussi un pool d'ingénieurs qui est extraordinaire et je pense qu'il n'est pas ce qui n'est pas le cas de partout. Et il y a une vraie émulsion autour de l'entrepreneuriat en France. Et en fait, par exemple, là, on ouvre l'Allemagne et on recrute en Allemagne et on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué de recruter en Allemagne. Donc déjà, c'est plus compliqué pour une entreprise française, mais ce que tous les gens sur le marché allemand nous disent, c'est qu'il y a le pool et les personnes intéressées par l'entrepreneuriat, par rapport à rejoindre une start-up, etc., est plus faible en Allemagne. Et donc la France, aujourd'hui, c'est un écosystème extraordinaire pour entreprendre. Mis à part quelques corporatismes et quelques comportements d'acteurs traditionnels qui sont néfastes, la France, c'est génial pour entreprendre. D'accord. Alors, avant d'accueillir Julie, qui prend pendant notre entretien les questions de nos étudiants, peut-être 2 autres questions, ou 3, on va voir. Si c'était à refaire, souvent on vous demande ça, si c'était à refaire, c'est un projet qui est encore jeune, 2017, mais si c'était à refaire, cette création d'entreprise, est-ce que vous la referiez dans les mêmes conditions? Est-ce que vous changeriez peut-être même un bout de vos études pour avoir... vous avez fait du droit et du commerce, il y avait déjà le gros qui était là, mais voilà, est-ce qu'il y aurait des choses à changer ou vous feriez la même chose dans les mêmes conditions? C'est dur à dire. Est-ce que je referais les choses... Franchement, je ferais quasiment tout à l'identique. Il y a peut-être des choses... il y a peut-être des choses sur lesquelles on pourrait aller même plus vite, etc. Je pense que je referais quasiment tout à l'identique parce qu'en plus, j'ai tellement appris dans les 3-4 dernières années que je voudrais pas ne pas apprendre, quoi. Donc, je referais quasiment tout à l'identique. Est-ce que je peux réfléchir à quelque chose que
que je ferais différemment. Je crois. Le recrutement, par exemple, Ouais. vous êtes 120 à peu près aujourd'hui. Ouais. Vous avez fait du recrutement très vite ou vous avez pris le temps d'aller chercher les experts au fur et à mesure? Non, dès le début, on a recruté des personnes parfois bien plus brillantes que nous, et donc ça nous a permis de beaucoup nous soulager sur elles. Donc le recrutement, c'est quelque chose sur lequel on a mis beaucoup d'efforts, à la fois dans le process, dans nos critères de recrutement, et ça, c'est quelque chose qui est indispensable, quoi. Donc nous, ce qu'on a constaté dès le début, c'est que les gens qui étaient passionnés par notre mission, c'est-à-dire de venir en aide à des gens et qui voyaient le résultat concret de leur travail sur le quotidien des gens, les gens qui étaient passionnés par ça, c'était les gens qui étaient le plus performants dans la boîte. Et donc, on a mis comme critère essentiel dans toute notre phase de recrutement cette adéquation avec la mission. Et donc, on arrive à recruter des gens qui sont à la fois des gens qui sont passionnés par cette mission et brillants dans leur domaine. Et donc ça crée une cohésion qui est absolument incroyable. Ça crée un dynamisme au sein de la société qui est incroyable. Et donc ça, pour rien au monde, je changerais ça, quoi. Et en plus, vous grandissez ensemble sur le développement et la perspective de l'entreprise. Exactement. Et ça, c'est assez satisfaisant. Vous parliez à l'instant de l'Allemagne, Raphaël. Oui. Est-ce que l'international vous titille? Est-ce que ça vous démange? Des levées de fonds avec les États-Unis, l'Espagne, ouais. Est-ce que vous avez envie de vous développer là-bas? Est-ce qu'on vous a déjà tendu la perche? Oui. En fait, l'international, c'est intéressant parce que, si vous voulez, on a un marché en France où il y a déjà 600 000 immeubles en copropriété. Aujourd'hui, on en a 4 000. On pourrait se dire, en fait, on continue uniquement en France et on continue à se développer en France. Pour autant, aujourd'hui, un petit peu dans ce qu'on appelle l'equity story, c'est-à-dire de dire l'histoire qui est liée à l'actionnariat de la société, c'est important de montrer que notre marché, il n'est pas uniquement français, mais aussi européen. Parce que, en fait, quand on montre que le marché existe aussi en Allemagne, en Italie, en Espagne, en fait, ça double, ça triple, ça quadruple la taille du marché. Et donc, en termes de montant levé, en termes de valorisation pour la société, c'est plus la même chose. Et donc, c'est important aussi de prendre ça en compte, c'est que dans la relation avec les investisseurs, il y a cette dimension internationale. Et en fait, il se trouve que le marché allemand est le marché le plus important en Europe pour nous. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté ce qu'on appelle un country manager. On a recruté des gens en Allemagne pour aider sur l'adaptation locale du produit, pour aider sur le lancement commercial de la société. Et hier, ils faisaient leur première démonstration de la plateforme avec des potentiels clients allemands. Et donc là, on espère avoir nos premiers clients d'ici la fin de l'année en Allemagne. D'accord. Alors, en attendant Julie qui va venir s'installer avec nous, peut-être une dernière question sur votre prochaine levée de fonds. Est-ce qu'il y en aura une prochaine? Avec qui? Et puis pour combien d'argent? Okay. On veut tout savoir. Non, c'est une bonne question. En fait, en général, le délai entre la dernière levée de fonds et la prochaine, c'est autour de 18-24 mois. Et la prochaine levée de fonds, elle est un peu conditionnée pour nous à deux choses. C'est d'une part la réussite de l'Allemagne. Donc, c'est d'avoir montré que le marché, il n'est pas uniquement français, mais européen. Première chose. Et deuxième chose, c'est d'avoir atteint un certain niveau de revenus qui nous permet d'avoir une valorisation qui est suffisante pour la société. Donc ça dépend aussi du développement en France. C'est un peu les deux critères qu'on a pour notre prochaine levée de fonds qui devrait commencer à amorcer les discussions par exemple en septembre de l'année prochaine. Et en fait, si on a montré que l'Allemagne fonctionnait, ça montre qu'on peut aller se développer en Europe et donc qu'on peut ouvrir non pas un pays mais 2, 3, 4 pays à la fois. Et donc, ce sera des levées de fonds qui nous permettront d'ouvrir beaucoup de pays à la fois et de continuer le développement dans chacun de ces pays. Donc, ce sera des montants plus importants que la dernière. Vous allez venir nous raconter ça à la prochaine masterclass avec plaisir. Dans un an. Alors, Julie, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. Les étudiants ont-ils des questions pour Raphaël? On a eu pas mal de questions, oui. Je vais commencer par la première qui est de Orana. Après avoir lancé votre boîte à la fin de vos études, combien de temps avez-vous mis à devenir rentable et quand avez-vous été en mesure de vous verser un premier salaire? Très bonne question de Orana. Bonjour Orana. En fait, c'est marrant parce que cette question, en fait, on n'est pas rentable. Et on n'a jamais, on a quasiment, à part juste avant la deuxième levée de fonds, on était quasiment rentable. Mais aujourd'hui, on investit beaucoup dans la croissance. C'est-à-dire qu'on va gagner des parts de marché. Et pour gagner des parts de marché, il faut dépenser en marketing, il faut recruter des commerciaux. Et donc, tout ce développement, en fait, il nécessite d'investir beaucoup dans la croissance. Ce qui fait qu'on n'est pas rentable
sur l'intégralité de la société. Pour autant, sur nos clients existants et sur notre modèle, on est parfaitement rentable. Mais il faut bien distinguer ce qui tourne, c'est-à-dire notre produit et notre support client, des investissements qu'on met dans la croissance qui sont liés à des dépenses marketing et du recrutement de commerciaux. Et donc, l'objectif n'est pas aujourd'hui de la rentabilité, mais plutôt de la prise de part de marché. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand est-ce qu'on a commencé à se payer. On a lancé la société début 2017. On a eu une subvention de la BPI en, je crois, juillet 2017. Et avant la fin de l'année, on a commencé à se payer en auto-entrepreneur quelque chose de l'ordre de 1 000 € par mois ou quelque chose comme ça. Ok. Alors, question suivante de Astrid. On sent que vous avez un vocabulaire tout de même assez business. Donc, quelle est votre stratégie pour communiquer sur votre offre de manière simple et compréhensible? Et quel profil ciblez-vous principalement? Quel profil de recrutement ou sur vos campagnes de communication. Ok. Non, mais aujourd'hui, j'ai un discours un peu business parce que c'était le sens des questions, etc. Donc, c'était lié au format de la présentation. Dans nos communications, nous, on essaie de rester très proche de nos clients et donc de faire remonter de partir de leur problème initial et de traduire ça dans des campagnes un peu marrantes. Typiquement, en ce moment, dans Paris et un peu partout en France, il y a des affiches, et même à la radio, sur Matera, et qui partent toujours d'un insight client, donc d'un problème que les clients ont vécu et auquel on répond. Et donc, il y a encore des affiches qui sont liées, marre d'attendre 3 plombes pour un plombier, etc., passer chez Matera ou des choses comme ça. Et donc, toujours rester très proche du client. Et nous, on aime bien, tourner ça un peu en dérision et faire un peu d'humour lié à ça, quoi. Ok. Question suivante de Savannah. Quelles ont été les erreurs commises dans le chemin de l'entrepreneuriat? Salut Savannah. Comme je disais, j'ai du mal à y penser. Est-ce que cette campagne, par exemple, Merci Syndic, on aurait pu la tourner un peu différemment et que ça amène moins de conflits avec les acteurs traditionnels, peut-être se rapprocher plus des acteurs traditionnels au début pour expliquer plus son modèle, ce qu'on veut faire, etc. Et que c'est pas une question de ça doit pas être conflictuel, mais c'est une question de laisser le consommateur choisir voilà, c'est un peu adoucir ça. Donc peut-être, nous, ce qu'on avait peut-être sous-estimé, c'était la réaction des acteurs traditionnels. Mais en fait, quand on monte une petite PME, je pense que c'est pas dérangeant et c'est très bien de monter une petite PME. Je pense que les acteurs traditionnels s'en foutent un petit peu, mais dès qu'on commence à grossir beaucoup et qu'on commence à leur prendre des parts de marché, ça les dérange un petit peu. Et donc, ne pas sous-estimer peut-être la réaction des acteurs traditionnels, même si nous, ça reste quand même limité dans le développement de la boîte, quoi. D'accord. Alors ensuite, nous avons Lauriana et Laura qui partagent complètement votre point de vue sur la suppression des intermédiaires pour résoudre les problèmes. Mais qu'en est-il des emplois et ne se dirige-t-on pas vers une robotisation des services? Ah bah, très, très bonne question. J'adore cette question. Non, mais parce qu'en fait, s'il faut bien expliquer, c'est que certes, on désintermédie un secteur, mais en fait, on crée plein d'autres emplois. En fait, aujourd'hui, on est 150 salariés dans la boîte. Et typiquement, je parlais de ce rôle des onboarders. En fait, ce rôle-là, ce métier n'existait pas il y a 5 ans, je pense. Et moi, je me rappelle chez Payfit, qui est une autre boîte qui fait un peu la même chose que nous, mais dans la gestion des fiches de paye. Je crois que c'est un peu eux qui ont inventé ce métier d'onboarder. Et donc, on crée des nouveaux métiers, quoi. Ces gens-là sont des gens qui, les onboarders, ils vont maîtriser extrêmement bien la compta, ils vont maîtriser extrêmement bien le produit, ils vont maîtriser extrêmement bien la relation client. Et donc, on crée des nouveaux métiers. Donc, il y a des métiers qui ont vocation à disparaître, je le pense sincèrement. Je pense que des métiers qui sont liés à la comptabilité, notamment, il y a beaucoup de choses qui peuvent être automatisées aujourd'hui. Mais tout ce qui touche à la relation client, qui touche à des choses complexes qu'on n'arrive pas à automatiser, c'est des nouveaux métiers qu'on crée aujourd'hui. Ok. Ensuite, nous avons Soraya. Que répondez-vous aux personnes qui jugent que vous ne pouvez pas remplacer les syndics traditionnels car vous n'êtes pas un syndic, parce que vous n'avez pas de carte professionnelle, d'assurance ou de garantie financière? Oui. Et très bonne question, Soraya, encore, décidément. En fait, nous, on repose sur un modèle qui s'appelle le syndic coopératif qui existe depuis 50 ans. C'est dans la loi de 65. Et donc, c'est pas nous qui avons inventé ce modèle-là. Et en fait, sur les 600 000 immeubles en copropriété en France, il y en a déjà 20%
qui sont déjà gérés en syndic coopératif. Donc nous, en fait, ce qu'on dit, c'est que le meilleur moyen de gérer une copropriété, c'est en syndic coopératif avec Matera. Et il y a énormément de gens qui passent chez nous aujourd'hui et tous les jours. Pour autant, je n'ai pas la prétention de dire que sur les 600 000 immeubles en copropriété, 100% demain seront en syndic coopératif avec Matera demain. Pour autant, je considère que si ce chiffre de 20% des copropriétés aujourd'hui en syndic coopératif pouvait passer à 30, 50, 80%, eh ben on aurait réussi notre mission chez Matera. Mais on n'a pas la prétention de vouloir faire passer tout le monde chez Matera, et il y aura toujours des syndics traditionnels qui s'occuperont de copropriété en France. Ok. Ensuite, question de Justine. Certaines entreprises ne souhaitent pas faire de levée de fonds pour ne pas intégrer des structures externes dans les différents processus de décision. Ouais. Avez-vous gardé 100% des parts et 100% des capacités de décision en levant des fonds? Oui. Alors, il y a plein de réponses à cette question. La première, c'est qu'il faut arrêter avec cette opposition entre les entreprises qui veulent lever des fonds et les entreprises qui ne veulent pas lever des fonds. Les deux modèles sont tout à fait louables et il n'y a pas d'opposition à faire. Ensuite, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des secteurs où c'est indispensable de lever des fonds. Il y a des secteurs avec des barrières à l'entrée qui sont beaucoup trop importantes. Des barrières soit technologiques, soit des barrières capitalistiques. Par exemple, sur l'assurance, tu es obligé d'avoir beaucoup de fonds propres et donc tu es obligé de lever des fonds rapidement, etc. Donc, il y a des secteurs où c'est indispensable de lever des fonds. Ça, c'est important. Deuxième chose, en fait, il faut dissocier la notion de capital, donc les actions de la boîte, de la prise de décision. Tu peux très bien avoir cédé des parts du capital, et nous, c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, il y a des actionnaires qui sont rentrés dans la société et donc qui détiennent une partie des actions de la boîte. Mais pour autant, ce n'est pas eux qui prennent des décisions à notre place. L'intégralité des décisions, aujourd'hui, c'est nous qui les prenons au quotidien. Il faut arrêter avec ce fantasme un petit peu des investisseurs qui investissent dans la boîte, prennent le contrôle et prennent la décision auprès des entrepreneurs. Ce que les investisseurs ont intérêt, c'est que les entrepreneurs réussissent. Et donc, le meilleur moyen pour eux qui réussissent, c'est de leur faire confiance, c'est de les mettre dans des conditions où ils sont rassurés, et donc c'est de leur laisser les rênes un petit peu de la société. Donc, l'intérêt des investisseurs, c'est plutôt de faire en sorte que les entrepreneurs prennent les décisions plutôt que eux, qui n'y connaissent finalement rien au secteur, ou pas grand-chose, prennent les décisions à notre place. Donc, il faut vraiment avoir confiance que un bon investisseur, c'est un investisseur qui ne cherche pas si vous voulez, à prendre le contrôle, à prendre les décisions à la place des entrepreneurs, qui laisse qui a une bonne répartition des rôles. Et ensuite, c'est pas parce qu'on cède des actions, nous on a cédé des actions, qu'on n'a plus de pouvoir de décision dans la boîte. Il faut vraiment distinguer les deux schémas. Ok. Et dernière question de Angelina, êtes-vous présent au sein d'un incubateur de start-up? Au début, alors on a été présent au début, alors on n'avait pas forcément l'envie de le faire. Pour autant, les aides de la BPI étaient conditionnées au fait qu'on intègre un incubateur de la ville de Paris. Et finalement, ça nous a plutôt servi parce qu'on a été mis en relation avec d'autres acteurs, on a eu de l'accompagnement et on a eu des bureaux. Et donc au début, on était chez un incubateur qui s'appelle Paris Senco. Et donc on l'était au début, mais on ne l'est plus maintenant. Ok. Voilà, on a fait le tour des questions. Beaucoup de questions. Oui. D'ailleurs, Raphaël, pendant que Julie posait les questions, je me demandais, parce que quand même, on l'a vu dès le départ, votre idée d'entreprise, et quelle idée, puisqu'on voit les chiffres aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui vous a énervé au départ. Alors, qu'est-ce qui vous énerve encore aujourd'hui, qui ferait que vous allez créer une autre boîte? C'est une très bonne question. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très lié à de la passion dans l'entrepreneuriat, je pense, qu'aujourd'hui, si je me lève tous les jours le matin, c'est parce que je considère qu'il y a encore des gens qui sont dans des situations compliquées et qu'on peut leur apporter cette solution qui est Matera. Et ça, c'est ce qui me fait lever tous les matins. Je pense que aussi c'est un côté un peu c'est sportif, quoi. C'est un peu ça prend beaucoup de temps, c'est mentalement épuisant, etc. Et donc si demain, aujourd'hui, je réfléchis plutôt à aller élever des chèvres dans le Larzac plutôt qu'à monter une deuxième entreprise. Donc moi, je suis passionné par ce que je fais aujourd'hui et je ne me vois pas du tout faire autre chose. Pour autant, je ne sais pas, dans 5, 10, 15 ans, qu'est-ce que je ferai d'autre? Je pense que ce sera quelque chose qui sera un peu différent en termes de rythme. Et je reviendrai peut-être
mes origines en ouvrant une maison d'hôte ou un truc comme ça, quelque chose qui est beaucoup moins ambitieux. Maison d'hôte à Matera en Italie. Peut-être, on verra. Au-dessus des Pouilles. Juste une question aussi par rapport au Covid, parce que on l'a pas évoqué, mais vous, votre projet de 2017, on a eu la crise sanitaire en plein milieu. Ouais. Vous avez résisté à ça? Ouais. C'est vrai que ça a été compliqué parce qu'en fait, nous, pour que les gens deviennent clients, ils ont besoin d'une assemblée générale. Et pour qu'il y ait une assemblée générale, il faut qu'il y ait une réunion physique. Donc, Covid, plus de réunion physique, plus d'assemblée générale, plus de nouveaux clients pendant pas mal de mois. Donc, ça a été compliqué. Pour autant, ce qui s'est passé, c'est que la tech a pris encore une dimension encore plus importante. C'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient, tous les grands-parents étaient sur Zoom avec leurs petits-enfants. Tout le monde était encore plus utiliser des outils technologiques. En plus de ça, les gens étaient confinés chez eux, donc ils faisaient attention à ce que en fait, leur immeuble soit bien géré, etc. Et donc, sur le court terme, ça a été compliqué parce qu'on n'avait plus d'assemblée générale, donc plus de nouveaux clients. Sur le long terme, plus de technologie, des gens qui font plus attention à leurs biens, c'était plutôt très favorable pour nous. Donc, en termes on était plutôt rassurés sur le long terme, quoi. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Raphaël? Acheter un autre appartement que l'Allemagne fonctionne bien. Ce serait génial. On croise les doigts. En tout cas, merci pour cet entretien. C'est très intéressant, très formateur. Eh ben, merci à vous. Voilà, Raphaël Di Meglio, donc fondateur de Matera. Ne quittez pas votre écran parce que vous allez assister au prochain entretien qui concerne donc Jocelyn Chabanis, qui est directeur création chez Publicis à Singapour. Donc on l'a fait en duplex de Singapour. Donc restez connectés, on revient. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci.